C'est aussi un honneur pour moi de parler aux côtés de celle qui sera notre future députée européenne, Rima Hassan. Oui, Rima, c'est un honneur d'être à tes côtés ce soir alors que tu étais ce matin convoqué par la police. Et en étant tous ici ce soir à tes côtés, nous affirmons qu'il est impossible de faire taire des insoumis. Quels que soient les obstacles qui seront dressés devant nous, nous ne baisserons jamais ni les bras ni les yeux. C'est de cela dont je veux vous parler ce soir, car notre pays est entré dans une très mauvaise pente. Cette pente, c'est celle qui l'amène à un autoritarisme toujours plus fort, qui met en cause notre liberté. Cette pente, c'est celle qui l'amène à exclure certains de nos compatriotes en raison de leur religion ou de leur couleur de peau, et qui met en cause notre égalité. Cette pente, c'est celle qui l'amène à regarder les étrangers comme des dangers et non comme des semblables, et qui met en cause notre fraternité. Bref, pour le dire en un mot, cette pente est celle qui met en cause notre République, une et indivisible. Et c'est pourquoi le vote du 9 juin est si important, car il dit quelque chose de nous comme peuple et comme pays. La France moderne naît de la rupture de 1789. Il n'y a pas de drapeau tricolore, pas de Marseillaise, pas de devise liberté, égalité, fraternité, pas de pays des droits de l'homme et du citoyen avant cette rupture de 1789. Et l'un des principes que pose à jamais la Révolution française, c'est celui de la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il ne s'agit pas d'un vieux texte poussiéreux, il s'agit aujourd'hui encore de nos droits constitutionnels. Alors est-ce encore la France quand on essaie d'interdire à des opposants politiques de prendre la parole dans une université? Est-ce encore la France quand on leur interdit de se réunir dans une salle privée pour tenir une conférence? Est-ce encore la France quand on convoque devant la police une candidate aux élections et la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition? Est-ce encore la France quand le gouvernement porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon, soit l'un de ses principaux opposants politiques pour des propos qu'il a tenus? Non, ce n'est plus la France quand on ne respecte pas la liberté d'expression. En tout cas, ce n'est plus la France de 1789. La Constitution de la Première République, celle de 1793, nous dit ce que c'est. Voici ce qui était écrit à l'intérieur de cette Constitution. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière. Le droit de s'assembler paisiblement. Le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Écoutez bien, la nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Vous avez bien entendu, aux yeux de ceux qui ont inventé le drapeau, l'hymne et la devise, Macron nous ramène au despotisme. Or, quand on est sorti du despotisme par une révolution, on n'y revient jamais d'un seul coup. Cela prend du temps, cela exige des étapes. L'autoritarisme est une pente et nous la dévalons. Car avant ce qui arrive aux insoumis, il y a eu des interdictions de manifestations pour le cessez-le-feu, la répression de mouvements sociaux ou le passage en forme de la réforme des retraites, et Paul y reviendra en détail. Avant nous, il y a eu tout ça, si bien qu'on peut dire aujourd'hui que le macronisme est un autoritarisme. Or, tout régime autoritaire a besoin, pour exercer sa domination sur les esprits, d'empêcher de penser. Et pour cela, il est toujours utile de désigner un ennemi de l'intérieur. Aujourd'hui, cet ennemi, c'est nous. Oui, nous sommes devenus l'ennemi de l'intérieur, parce que nous leur avons foutu la trouille en mettant Jean-Luc Mélenchon à 22% à l'élection présidentielle. Parce que nous leur avons foutu la trouille en faisant la NUPES et en arrivant en tête à l'élection législative. Eux n'ont pas oublié que s'il y avait un système proportionnel, aujourd'hui, le Premier ministre ne serait pas Gabriel Attal, mais Jean-Luc Mélenchon. Eux n'ont pas oublié que si tout le monde va voter à l'élection européenne, tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, nous ferons 40% dans cette élection européenne. Songez-y, regardez les noms dont on nous traite: antisémites, apologistes du terrorisme, porte-parole du Hamas, poutinolâtres, islamo-gauchistes. Ils nous insultent ainsi parce qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur car nous sommes devenus, sans le vouloir, la représentation politique de ceux qui refusent le carnage en Ukraine et à Gaza. Je dis sans le vouloir,
Car contrairement à ce qu'ils affirment sur les plateaux télé, nous n'avons pas cherché à instrumentaliser ce qui se passe à Gaza. Nous n'avons fait qu'une chose simple, défendre des principes humanistes et le droit international. Voilà ce que nous faisons. Oui, si les insoumis dérangent, c'est parce que dès le 7 octobre, ils ont incarné la voie de la paix. Et je veux répéter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce jour-là. Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. La France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Alors y a-t-il quelque chose à redire à cela aujourd'hui? Non. La guerre est toujours une abomination, parce qu'elle est la négation de l'humanité de son adversaire, parce qu'elle exige qu'on ne voit plus un homme, une femme ou un enfant au bout de son fusil, mais un ennemi. Tuer des gens au hasard dans une rave party, c'est nier leur humanité. Assassiner 35 000 personnes par des fusils, des bombes ou la faim, c'est nier leur humanité. Le racisme procède de la même logique. Je le dis comme je le pense. Le fait que certains en France soient incapables de dénoncer le massacre en cours à Gaza, alors qu'ils ont dénoncé à juste titre celui du 7 octobre, en dit long sur leur niveau de racisme. Car ils n'hésiteraient pas un instant, à dénoncer les crimes de Netanyahou si les bombes ne tombaient pas sur des Palestiniens, c'est-à-dire sur des Arabes. Voilà la vérité. Ce que révèle malheureusement le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre, c'est le racisme qui gangrène notre société et c'est ce dont je veux maintenant vous parler. Vous les entendez sur les plateaux télé cracher leur venin. Donc nous parlerions de Gaza pour flatter un électorat communautariste. Ils disent que nous flirtons avec l'antisémitisme pour flatter l'électorat des quartiers populaires. Est-ce que vous entendez ça? Voyez le racisme et la haine de classe. Il n'y aurait donc que des musulmans dans les quartiers populaires. Et attendez, c'est pas fini. Que des musulmans antisémites dans les quartiers populaires. Voilà ce qu'ils disent derrière leurs mots polis. Alors depuis Besançon, ville populaire, ville de banlieue, nous leur répondons, le communautarisme, c'est vous, car c'est vous qui ne supportez pas nos compatriotes en raison de leur religion ou de leur couleur de peau. Nous, ici à Besançon, nous disons l'inverse. Dans les quartiers populaires, bien plus qu'ailleurs, vivent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est-à-dire la République française. Nous, ici, nous disons que quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre genre, notre orientation sexuelle, notre religion ou notre absence de religion, nous formons un peuple et un pays, un et indivisible. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Là encore, il s'agit d'un de nos droits fondamentaux garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces principes sont ceux qui président à l'invention de la laïcité, qui n'est pas un athéisme d'État, mais la garantie apportée à chacun de pouvoir exercer sa religion librement, quelle que soit sa religion. Voilà ce qu'est la France. Aussi je dis que ce n'est pas la France quand certains assimilent nos compatriotes juifs aux assassins de Tsahal qui obéissent aux ordres de Netanyahou. Nous ne confondons pas les juifs et le gouvernement d'extrême droite qui entraîne Israël dans un génocide contre ses voisins. Alors honte à ceux qui commettent des actes antisémites en pensant punir des croyants qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Mais je veux dire aussi ceci. Ce n'est pas non plus la France quand certains assimilent sans arrêt nos compatriotes musulmans à l'islamisme et au terrorisme. À tel point qu'aujourd'hui, nombre de nos compatriotes ne se sentent plus chez eux dans notre pays commun. Et il y avait un article du Monde qui en parlait récemment, intitulé « Ces Françaises et ces Français de confession musulmane bien installés qui songent de plus en plus à émigrer ». Voici un témoignage qu'on y lit. « J'ai été contraint de montrer à des gens des photos de ma femme en maillot de bain à la plage et de ma fille en train de faire de la gymnastique pour prouver que je n'étais pas un intégriste. Vous n'imaginez pas ce que c'est humiliant. Moi, j'ai honte quand je lis ça. » Et dans l'article, tous décrivent les attentats de 2015 comme un tournant. Pourtant, nous étions prévenus. Et par la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'il disait le 14 novembre 2015, juste après les attentats du Bataclan. Écoutez bien.
La haine qu'il s'agit de combattre, c'est celle que les agresseurs veulent incruster en nous. Nous avons un devoir de lucidité. Ce sont nos ennemis, il faut donc les empêcher d'atteindre leur objectif. Ce qu'ils veulent, c'est parvenir à faire peur, au point que nous perdrions tout contrôle de nous-mêmes, au point de se jeter les uns sur les autres. Ils veulent nous diviser, ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Ils veulent imposer leur vision du monde manichéenne et sectaire. Et il faut le dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, tous, et non seulement ceux qui souffrent, mais également ceux qui souffrent en silence. Car depuis hier, c'est une humiliation sans nom pour un musulman d'être identifié à de tels bourreaux, à de tels abominables assassins. Il faut que nous mettions le doigt à l'endroit où l'ennemi veut nous frapper. Ne nous laissons pas diviser. Voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 14 novembre 2015. Et il y avait là, devant lui, Léa Salamé et Édouard Philippe qui n'avaient rien trouvé à redire à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas une ligne à retirer aujourd'hui. Oui, il faut faire échec aux ennemis du peuple français qui cherchent à le diviser. Pourtant, ces terroristes ont aujourd'hui des alliés objectifs dans la sphère politique. Et ils ne sont pas à chercher chez nous. Ils sont à chercher chez Bardella, chez Le Pen et chez Zemmour. Les islamistes et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, écoutez bien, ils parlent pareil. Qui, d'un islamiste ou d'Éric Zemmour, a dit « L'islam est incompatible avec la République » ? C'est Éric Zemmour. Qui a fait un attentat à Lyon en 2015 avant les européennes pour faire monter l'extrême droite ? C'était un islamiste. Qui a fait un attentat en 2019 contre une mosquée ? C'était un ancien candidat du Rassemblement national. Qui divise le peuple français entre les musulmans et les autres ? Qui fait le jeu de nos ennemis ? Ce sont les gens d'extrême droite, et ces gens d'extrême droite, ce n'est pas la France, car la France, c'est nous. Et voilà pourquoi le 9 juin a à voir avec tout ceci. Parce qu'une élection dans laquelle Bardella est à 30% envoie le signal à des millions de nos compatriotes qu'ils ne seraient pas à leur place dans notre pays. Et qu'à l'inverse, une élection où la France insoumise serait à 30%, on peut rêver, envoie le signal que le peuple français s'est rassemblé pour faire avancer le programme politique de la République. Liberté, égalité, fraternité. Oui, le vote du 9 juin dit quelque chose de nous comme peuple. Que sommes-nous aux yeux du monde ? Un énième pays d'Europe qui sombre dans le racisme ? Ou bien la France du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de la République qui affirme l'unité du genre humain ? Le RN a mis sur sa liste Fabrice Léguéry, l'ancien directeur de Frontex, l'agence de contrôle des frontières en Europe. Il est responsable de la mort de plus de 20 000 personnes en Méditerranée entre 2015 et 2022. Ils l'ont mis là pour envoyer un signal. Ils l'ont mis à la 3e place quand même. Ils l'ont mis là pour envoyer un signal. Avec eux, la France préfère noyer des gens dans la mer plutôt que de les accueillir dans la République. La Constitution de 1793 affirmait « Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il accorde l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. » Alors, qui incarne le mieux la France entre cet homme et Rima Hassan, elle qui disait à Roubaix « Je fais partie de ceux qui ne viennent pas de France, mais qui appartiennent à la France. » Ce qu'est la France, je l'ai su dès mon arrivée. Il y a eu cette France de l'accueil et cette France du rejet. Cette France du rejet qui m'a fait entendre le mot « bougnoul » avant même que je connaisse sa signification. Et cette France de l'accueil qui nous a ouvert les bras et ses portes. La France des petites gens et des héros du quotidien. Voilà notre France, celle qui depuis 1793 affirme qu'il vaut mieux l'asile que la mort. Celle qui affirme qu'il vaut mieux l'amour que la haine. Celle de Rima Hassan plutôt que celle de Jordan Bardella. Car le RN, comme les zémouristes, ont toujours dans leur programme la suppression du droit du sol. Cette mesure n'a été mise en place qu'une seule fois depuis la Révolution française. C'était sous Vichy. Alors je veux aussi en parler et j'en terminerai par là. Je vous le dis, le droit du sol, c'est notre identité nationale. Et notre histoire est faite d'immigration. Oui, la France s'est construite par et avec l'immigration.
Une personne sur 3 dans notre pays a un aïeul immigré. Italiens, Belges, Algériens, Espagnols, Tunisiens, Portugais, Marocains, Maliens, Allemands, Sénégalais, Polonais, Chinois. Allons-y, levons la main. Qui, ici, a au moins un aïeul étranger dans sa famille? Voilà la France! Voilà la France, voilà ce que nous sommes. Un peuple venu de partout et qui se regroupe autour d'un programme républicain contenu dans la devise inventée par Robespierre. J'avais promis de parler de Robespierre. Liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Et c'est comme cela qu'elle s'est construite depuis des siècles. Écoutez ce que dit une fois encore la Constitution de 1793 à son article 4, qui invente pour la première fois la notion de citoyenneté française. Écoutez bien. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli. Tout étranger, c'est là que ça devrait les intéresser les fachos. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis une année, il vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, ou épouse une Française. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Voilà la France. Alors, les fachos nous disent « ça se passait mieux avant parce que c'était une immigration européenne », ils disent ça. Hein. Mensonge. Mensonge parce qu'il y avait leurs ancêtres politiques des fachos d'aujourd'hui, ceux qui faisaient des ratonnades contre les Belges, contre les Espagnols, contre les Portugais. Mensonge parce qu'ils écrivaient, les ancêtres des fachos d'aujourd'hui, sur des pancartes devant les parcs. Ils écrivaient « interdit aux chiens et aux Italiens ». Non, vraiment, ça ne se passait pas mieux avant parce qu'il y avait déjà des racistes et des xénophobes. Et pourtant, les étrangers se sont installés en France. Ils ont fait des guerres pour elle et ils ont participé à sa reconstruction. Ils ont construit la France par le sang et par la sueur qu'ils ont versée pour elle. Et vous savez quoi? Ça fait un peuple magnifique. Un peuple qui affirme qu'on ne regarde ni la couleur de peau, ni la religion, ni l'origine pour s'aimer et faire des enfants. Et si Paris est la ville de l'amour, c'est sans doute parce qu'elle n'est rien de plus que la capitale de la France. Voilà tout ce que contient aussi le vote du 9 juin. Car en votant, nous disons quelque chose de nous-mêmes comme peuple. Qu'est-ce que le vote? C'est le moment où nous affirmons pleinement notre identité nationale par l'égalité républicaine. Le jour du vote, c'est le jour où nous sommes tous égaux dans l'isoloir, riches ou pauvres, femmes ou hommes, hétérosexuels ou homosexuels, quelle que soit notre couleur de peau ou notre religion, dans l'isoloir, une personne égale une voix. Dans l'isoloir, le jour du vote, celui qui galère dans son quartier populaire vaut autant que celui qui l'insulte sur les plateaux télé. Le vote est ce qui fait notre égalité républicaine. C'est ce que définit l'article 3 de la Constitution de 1793. Les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Par la nature, cela interdit le racisme. Devant la loi, cela veut dire qu'étant égaux dans notre capacité à faire la loi par le vote, nous sommes aussi égaux dans notre devoir de la respecter puisqu'elle s'applique à tous. Voilà pourquoi il faut aller voter le 9 juin. Les riches iront voter le 9 juin. Les racistes iront voter le 9 juin. Et si nous, qui ne sommes ni l'un ni l'autre, nous ne faisons pas l'effort d'aller voter le 9 juin, alors c'est nous qui les laissons être plus forts que nous. Il faut voter le 9 juin. Il le faut pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Il le faut pour répondre à ces mots de Louise Michel. Nous sommes à une époque d'anxiété. Tout le monde cherche sa route. Nous dirons quand même, advienne que pourra, que la liberté se fasse, que l'égalité se fasse, et nous serons heureux. Pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, c'est-à-dire pour le droit au bonheur de vivre ensemble et de s'aimer, le 9 juin, tous aux urnes.